Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation et je souhaiterais à mon tour remercier tous les participants à cette 7e édition du Congrès national de l'Association marocaine d'addictologie. Alors, comme vous l'avez bien introduit, la thématique de ma présentation aujourd'hui va se porter sur la place de l'intelligence artificielle en psychiatrie. A-t-elle réellement une place? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est un terme qui est devenu pratiquement quotidien, pluriquotidien dans notre pratique, dans nos contacts, dans notre communication. Mais la question à laquelle j'essaierai de poser, est-ce que cette intelligence artificielle a vraiment sa place dans le domaine de la psychiatrie? Alors, intelligence artificielle, chacun de nous pourra donner une définition un peu particulière qui, parfois, trouve ses racines dans notre subconscient. Et Dr Fay, peut-être que Dr Bendani, il va peut-être être d'accord avec moi, c'est-à-dire que la partie qui est liée à la représentation qu'on a de l'IA est souvent en rapport avec ce qui nous a été véhiculé. Et dans ce sens, il y a énormément de films qui traitaient cette intelligence artificielle, qui ont un peu généré des modèles de perception de cette intelligence artificielle. Je citerai rapidement le Terminator 3, le film de Will Smith sur la place des humanoïdes, et puis le Matrix film. Et tous ces films, ils un peu alimentaient une idée un peu de persécution et de méfiance qui disait que peut-être ces robots, ces machines finiront par prendre le contrôle sur l'humain. Alors, si on revient maintenant à la définition scientifique de l'intelligence artificielle, c'est quoi une intelligence artificielle? Et là, je reprends la définition qui a été donnée par John McCarthy, qui est l'un des premiers pionniers qui a travaillé sur l'intelligence artificielle et qui l'a définie en étant une science. C'est une science dont l'objectif est quoi? C'est une science dont l'objectif, c'est de mettre en place des machines, des logiciels qui sont capables de percevoir, de comprendre, de raisonner, d'apprendre et de prendre des décisions automatiques. Pas autonomes, mais automatiques, ça fait toute la différence. Alors, l'intelligence artificielle, on en entend parler et on a l'impression que c'est une révolution. Mais ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est que cette intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui, puisque le concept de l'intelligence artificielle reprend ses origines déjà en 1943. C'est-à-dire le premier modèle de neurones et de traitement de l'information a été mis en place en 1943. Et c'est à partir de 1958, lors de la conférence de Dartmouth, où les spécialistes à ce moment-là de l'intelligence artificielle se sont réunis dans une conférence appelée ultérieurement la conférence de Dartmouth, qui constitue le vrai acte de naissance de l'intelligence artificielle, où ce moment, le terme d'intelligence artificielle a été donné à cette science qui vise à mettre en place des machines qui pourraient aider et faciliter le travail et en tout cas mimer le fonctionnement de l'humain. Donc, durant toute l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a eu des périodes froides, des périodes chaudes, et il y a eu des périodes d'accalmie, ce qu'on appelle des périodes d'hiver, par exemple de 1980 à 1990, où il n'y a pas eu de recherche, ni de progression, ni d'évolution par rapport à l'intelligence artificielle, et ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'il y a une progression, une prise d'intérêt et de recherche, notamment avec la mise en place de certains logiciels, comme vous savez certainement, le AlphaGo et un autre logiciel mis en place par Google et qui, à l'époque, avait bâti le champion du monde des échecs. Et ça fait un peu une actualité en disant, est-ce que finalement la machine est plus intelligente que l'homme? Et puis, la vraie progression actuelle, ce n'est qu'à partir des années 2020, il y a de plus en plus de recherches et de plus en plus de travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, peut-être en quelques données, c'est un domaine qui est en plein essor. Quand on voit un peu la part de marché financier qui est destinée à l'intelligence artificielle, c'est plus de 300 billions de dollars. Une estimation du marché financier qui est consacré à l'intelligence artificielle. C'est plus de 2500
de modèles d'intelligence artificielle qui sont mis sur le marché international. Et sur le plan de la recherche scientifique, je me suis amusé à faire une petite recherche en introduisant les mots-clés intelligence artificielle. Et rien que sur PubMed, en 2024, c'est plus de 42 000 articles scientifiques publiés qui portent sur l'intelligence artificielle. Rien que pour dire quand même qu'il y a une prise d'intérêt qui est énorme et il y a une évolution vraiment exponentielle, que ça soit sur le plan financier, sur le plan de la recherche et les productions d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, certains concepts ont été expliqués tout au long de ce congrès, que ça soit hier, que ça soit aujourd'hui, mais je voudrais surtout souligner quelques termes que peut-être qu'on va entendre plus souvent quand on parle par exemple de machine learning ou de deep learning. Alors le machine learning, deep learning, intelligence artificielle, c'est pratiquement le même domaine. C'est juste des techniques qui sont un peu de plus en plus sophistiquées par rapport à l'intelligence artificielle. Donc pour simplifier un peu la donne, l'intelligence artificielle, c'est tout le domaine scientifique qui va traiter le rôle des machines et qui va faire que les machines peuvent faire le même rôle que l'humain, mais dans cette discipline scientifique et l'intelligence scientifique, l'intelligence artificielle, pardon, on trouve le machine learning, le machine learning qui est une forme particulière d'intelligence artificielle, où les machines apprennent à exécuter les tâches pour lesquelles elles n'ont pas été explicitement entraînées ou programmées. Le deep learning, c'est le réseau de neurones profondes, c'est aussi un algorithme qui est encore plus profond, sous forme de couche neuronale qui va mimer un peu le fonctionnement de notre cerveau humain, et qui va faire que le traitement de l'information de l'input va se faire d'une manière un peu parallèle et plus complexe et plus approfondie, bien évidemment, pour avoir des résultats et des outputs qui seraient plus spécifiques et plus précis. Donc finalement, c'est le même, on parle de la même chose. Alors la question que je me suis posée, c'est que, et qu'on pourrait se poser tous, c'est si c'est un concept qui évolue depuis les années 50, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce terme a pris une telle ampleur? Et bien évidemment, si on s'amuse à répondre à cette question, on pourrait le résumer en 3 ou 4 questions. 3 points qui sont importants. D'abord, pour avoir une intelligence artificielle, il faut y avoir certains ingrédients qu'on peut schématiser. Ce sont les données, les processeurs, les algorithmes et l'expertise et l'interdisciplinaire. Et aujourd'hui, il se trouve que tous ces ingrédients sont réunis pour avoir un plat qui est l'intelligence artificielle de qualité. Les données, c'est l'élément un peu essentiel. Les données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Aucune intelligence artificielle ne peut aujourd'hui fonctionner si elle ne dispose pas de données. Et quand on parle de données, c'est des données qui doivent être massives et de qualité. Et aujourd'hui, on parle de big data. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec, vous savez, la digitalisation du monde, il y a de plus en plus de temps qui est passé sur les ordinateurs, plus de données qui sont générées, données numériques qui sont générées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le volume de données qui est véhiculé, c'est un peu dans les 240 zeta-octets. Zeta-octets, je me suis dit, c'est quoi zeta-octets? Il se trouve que zeta-octets, c'est 1000 milliards de gigas. Et c'est une évolution qui est exponentielle. Et ça reflète pourquoi aujourd'hui, l'intelligence artificielle se sert de ces données pour s'alimenter et pour avoir des outputs qui sont de qualité. Deuxième point important, ce sont les processeurs. Les processeurs, c'est un peu la partie hardware. La partie hardware, c'est tous les processeurs, c'est les machines qui sont capables d'avoir ces données, c'est des big data finalement, et de les traiter de manière qui soit un peu précise et efficace. Sur les processeurs, il y a une évolution. Il y a aujourd'hui les CPU, les GPU, les APU, les NPU, et aujourd'hui, entre parenthèses, il y a une guerre énorme par rapport au marché des processeurs. Le conflit en Taïwan, aujourd'hui, c'est à cause des processeurs. Parce que le Taïwan, il se trouve que c'est le seul pays, parmi les pays les plus rares, qui construit les processeurs. Et donc, il y a un conflit entre les États-Unis d'une part et la Chine d'une part pour s'approprier le Taïwan.
et pour s'approprier des sociétés qui travaillent sur le domaine des processeurs et donc pour avoir un monopole sur l'intelligence artificielle. Ça d'une part. D'autre part, les algorithmes. Les algorithmes, c'est un peu des productions mathématiques, c'est des logiciels, il y en a plusieurs types, hein, le deep learning, le machine learning, le supervised, tout ça qui permet de traiter de manière mathématique ces données à travers les processeurs pour finalement avoir des données. Et puis, quatrième point important, c'est l'expertise et l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, il y a une expertise de plus en plus importante dans le domaine des data. On parle de data science, data engineers, donc qui sont capables de constituer une équipe et pour générer des connexions entre les informaticiens, les mathématiciens, les spécialistes du données pour mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui soit efficace. Et c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui on dit, on peut confirmer que l'intelligence artificielle n'avance parce qu'aujourd'hui il y a tous les ingrédients de qualité qui permettent l'évolution ou la révolution de cette intelligence artificielle. Et en faisant la recherche, j'ai tombé aujourd'hui sur un portail des data, les open data au Maroc. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est une plateforme qui a été initiée en 2011 déjà pour mettre en place tous les data qui sont relatifs au domaine ou au royaume du Maroc. Il y a également, bien sûr, la stratégie nationale de la transition digitale qui a été mise en place par le royaume du Maroc. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est partout, c'est dans notre pratique quotidienne, dans le marketing, dans la sécurité, dans l'éducation, la communication, Google Translate, les véhicules autonomes, les assistants vocaux, et bien évidemment dans le domaine de la médecine. Et concernant le domaine de la médecine, il se trouve que toutes les spécialités ne sont pas équitables par rapport au progrès de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les disciplines médicales qui profitent le plus de l'intelligence artificielle, c'est les disciplines médicales qui se basent sur l'image. C'est elles qui profitent du maximum du progrès de l'intelligence artificielle, mais aussi très l'oncologie, l'ophtalmologie, la radiologie, qui ont déjà intégré des modèles d'intelligence artificielle pour leur diagnostic et pour le suivi de leurs patients. Alors la psychiatrie, est-ce que finalement il pourrait profiter de ce progrès de l'intelligence artificielle? Si oui, comment? Alors, à mon avis, l'intelligence artificielle pourrait être parmi les domaines de médecine, et parmi les spécialités, qui pourraient profiter le plus de l'intelligence artificielle. On se dirait, comment ça se fait? On n'a pas d'image. Les images qu'on a, ils sont pas toujours un peu spécifiques. Donc, comment on peut améliorer un peu le diagnostic et la prise en charge en se basant sur l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que, comme on le sait tous, dans le domaine de la psychiatrie, c'est la discipline parmi les disciplines où l'éthiopathogénie se trouve la plus complexe et la plus hétérogène. Il n'y a pas de causalité directe, c'est des dimensions qui sont impliquées qui font que c'est difficile de gérer toutes les données. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ce qu'on pourrait faire, c'est générer et collecter toutes les données, que ce soit génétique, génomique, métabolique, etc., neurochimie, et grâce à l'intelligence artificielle, et notamment grâce à la puissance du calcul de l'intelligence artificielle, que aucun humain ne peut prendre toutes ces données et les traiter en même temps. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, grâce à ses modèles mathématiques et grâce à sa puissance de calcul, pourrait générer, et grâce aussi au logiciel, notamment le Unsupervised Learning, elle peut générer des modèles de clusters qui pourraient être attestés. Mais ça peut être une piste prometteuse dans la compréhension de l'éthiopathogénie des troubles mentaux. Deuxième point important, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de biomarqueur objectif. Et le troisième point, c'est que sur le plan clinique, il y a une relative subjectivité des données cliniques. C'est-à-dire que les données cliniques qui sont finalement recueillies par nous en tant que psychiatres, qui sont relativement subjectifs. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont collectés, ils ne sont pas toujours objectifs. Ça dépend de la manière avec laquelle le patient les a exprimés. Ils peuvent être surexprimés ou sous-exprimés. Et ça dépend de la perception du médecin.
qui peut les surinterpréter ou les sous-interpréter. Donc finalement, il y a un biais qui pourrait retentir sur la qualité du diagnostic et de la prise en charge. Donc comment faire? Comment on peut disposer de données digitales, cliniques, qui pourraient rendre le diagnostic en psychiatrie plus spécifique et plus efficace? Alors pour cela, je vous invite à voir ensemble ce schéma. Aujourd'hui, quand vous recevez un patient, par exemple, qui se plaint d'insomnie, et quand vous lui dites, quand vous lui posez la question, comment ça a été votre nuit de sommeil il y a 7 jours? C'est une question qu'on peut se poser tous. Personne de nous ne peut avoir avec certitude combien d'heures il a dormi, quelle est la qualité du sommeil il y a peut-être 15 jours précis, le 10 du mois octobre 2023. Ce que vous en faites, personne de nous sera fait ça. Donc, aujourd'hui, l'utilisation de données cliniques qui sont en rapport, je dirais qu'ils profitent pleinement de l'essor de la digitalisation, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Vous savez, les montres connectées. Ça nous donne des données qui sont objectives par rapport, par exemple, à notre qualité de sommeil, durée de sommeil, combien on a marché, d'accord, est-ce qu'on a ronflé ou non, les GPS qui sont intégrés dans notre téléphone, combien j'ai marché, est-ce que je me suis connecté, les sites sur lesquels je me suis connecté, les montres qui recueillent en même temps un peu des paramètres physiologiques, fréquence cardiaque, conductance cutanée, fréquence respiratoire, tout ça, c'est des données numériques qui sont en rapport et qui peuvent être exploitées cliniquement dans le domaine de la psychiatrie. Par exemple, si on reçoit un patient déprimé et on s'aperçoit, en revenant sur les données de son traceur GPS, il y a de plus en plus de kilomètres que le patient fait. Ça nous donne une idée sur un peu l'efficacité de l'intervention qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, on peut dire que une nouvelle sémiologie numérique est en train de se mettre en place, qui va permettre de générer des datas et ainsi va permettre ainsi à l'intelligence artificielle la possibilité de détection précoce d'événements cliniques ou de proposer des interventions individualisées en réponse à ces marqueurs et à leur évolution contemporaine. C'est une porte qui s'ouvre à la psychiatrie. C'est une voie qui est prometteuse. Alors, l'intelligence artificielle en psychiatrie, brièvement et schématiquement, c'est, disons, 3 ou 4 domaines d'application majeurs. C'est dans la classification et le classement des pathologies, c'est dans le dépistage et le diagnostic, et dans l'intervention et le suivi. Donc, je vais revenir rapidement sur quelques expériences qui ont été faites concernant l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la psychiatrie et qui ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques qui commencent tout d'abord par la prévention primaire et le dépistage précoce, qui ont comme principe d'identifier des modèles subtils avec des facteurs de risque qui peuvent ne pas être facilement apparents aux cliniciens humains. Dans le domaine de la schizophrénie, l'une des études les plus importantes qui a été faite chez des patients à haut risque de transition psychotique, et dans lesquels des données neuroanatomiques, des données neurocognitives et des données cliniques ont été recueillies. Ils ont été intégrés ensemble pour mettre en place un modèle, et pour mettre en place un score de calcul, un score de transition vers la psychose, vers la schizophrénie. Et les résultats ont démontré effectivement que ces scores pouvaient prédire un certain degré la possibilité d'évolution vers la schizophrénie. Ça a été fait aussi pour la dépression, en se basant sur le speech, sur le discours, l'intonation, sur la mimique. Le principe, c'est quoi finalement? Le principe, c'est générer et un peu rassembler énormément de données cliniques, digitales, et à travers ces données cliniques, faire sortir des modèles de prédiction. Ça a été fait dans la dépression, ça a été fait dans les troubles de l'humeur, qui ont apporté des résultats qui sont positifs. Alors, peut-être une minute avant de conclure,
Aussi, dans le traitement et le suivi, l'intelligence artificielle pourrait également être une voie prometteuse dans la création de modèles de traitement prédictif ou ce qu'on appelle la psychiatrie de précision. Comment? Parce que l'apprentissage automatique qui est combiné à d'autres paramètres que l'esprit humain ne peut pas intégrer, comme la génomie, c'est-à-dire tous les gènes qui prédisposent, la métabolomique, c'est-à-dire une fois que ce patient a reçu un traitement, comment ça va être le métabolisme de ce médicament chez ce patient? Est-ce que ça, c'est un métabolisme rapide, long, etc. Quelle est la dose qu'il faudrait donner, associée à des données plasmatiques, à de l'IRM structurel? Le fait de collecter toutes ces données était capable de prédire la réponse thérapeutique aux antidépresseurs et aux électrochocs. Ça permettait également de prédire la réponse au traitement dans la schizophrénie, avec un taux de précision de 86%, quand on va associer les données à un score de risque polygénique. C'est-à-dire que, finalement, cette intelligence artificielle, l'atout majeur, c'est qu'il va permettre d'intégrer d'autres paramètres qui sont importants et qui influencent sur le résultat thérapeutique et sur l'évolution sous traitement. Alors, également la surveillance et la prévention des rechutes, mais je vais passer, je les appelle rapidement. Tout ça sont très prometteurs concernant la place de l'intelligence artificielle dans la psychiatrie. Mais il faut être très vigilant et très attentif. Parce que c'est un outil qui est en pleine expansion, c'est une voie qui s'ouvre, mais il faut être très attentif à certaines limites. Les limites, d'abord, c'est que tous ces résultats qu'on a vus sont basés sur les résultats d'études avec une certaine méthodologie qui est biaisée, avec des échantillons de faibles un peu effectifs, ou sur des durées qui sont courtes. Ce qui permet pas, finalement, de généraliser tous les résultats aux patients ou à la pathologie. Ce qui souligne l'intérêt de mettre en place des recherches et des études de grande envergure pour mettre en place des modèles de traitement ou de diagnostic ou de suivi qui seraient plus précis. Deuxième point important, c'est s'il te plaît, tu peux essayer de passer Deuxième point important, c'est les considérations éthiques, effectivement, qui s'imposent par rapport à la sécurité et par rapport à l'accès aux données un peu privées. Donc, pour conclure, cette image qui fait un peu entre l'humain et le robot, comme ils vont un peu une forme de réconciliation, je pense que c'est une image, à mon sens, qui est un peu erronée, parce qu'on ne devrait pas parler de ça. On n'est pas au même niveau que l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus cette image, c'est l'humain qui va se un peu prendre comme aide l'intelligence artificielle pour trouver des solutions aux pathologies de la santé mentale. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation a permis de clarifier certains concepts importants.